Donc, je passe la main peut-être à Hervé ou Olivier qui souhaitent se présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pardon, je suis là, donc Olivier Pouillès, responsable du service économique à la Chambre de métier du Finistère. Voilà, donc avec Hervé et Aude, on a essayé de mettre en place ce webinaire, effectivement, sur AgriLocal. Merci Olivier. Hervé? Bonjour à toutes et à tous. Donc Hervé Moguerou, chargé de mission environnement au niveau de la Chambre de métier d'artisanat du Finistère. Merci Hervé. Julien? Oui, bonjour, Julien Lignot de la Chambre d'agriculture. Donc, je suis chargé de mission alimentation, c'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités sur tous leurs projets alimentaires et on accompagne les projets de structuration de filières de proximité. Merci Bertrand? Ah, il faut que tu actives ton micro, Bertrand, de ton côté. Bonjour, Bertrand Robin, chef de cuisine au Collège Château à Morlaix. Merci. Christophe, on t'a pas à l'écran, mais on sait que tu es là. Ah voilà. Bonjour, Bah, est-ce que tu m'entends, Aude? Là, c'est bon? oui, je t'entends Christophe. Par contre, on ne Donc, t'a pas en donc, caméra. Non, ma caméra ne fonctionne pas. Je vais essayer de voir plus tard si je peux le faire. Donc, Christophe Robineau, je suis le chef de cuisine du collège de la Fournaise Blanche à Plougastel-Daoulas. Ok, merci Christophe. Je crois que côté partenariat, j'ai fait le tour. Du coup, je propose un petit peu dans l'ordre de ma liste hein, aux autres participants de se présenter. Donc, j'ai Maëlle Lebrun. Bonjour, oui, du coup, je suis Maëlle Lebrun, je suis la collègue de Hervé Moguerou, je suis chargée de mission environnement sur le Morbihan, donc du coup à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ok, merci. Fanny Lelouette. Bonjour, donc Fanny Lelouette, moi je suis aussi la collègue d'Hervé Moguerou à la Chambre de métier sur le département des Côtes-d'Armor pour le programme environnement. Ok, merci. Du coup, Béatrice des délices de Landelot. Oui, donc voilà, c'est Béatrice. Donc, moi, je fais partie de la crêperie Les Délices de Landelot, donc crêperie familiale depuis 1955. Ok, merci. Ambre Popille. Bonjour, moi je travaille avec Fanny, Maëlle et Hervé sur les sujets liés à l'environnement, mais sur la partie communication. Voilà, je suis chargée de communication environnement à la Chambre de métier et de l'artisanat. Ok, merci. Il y a Brendan que j'ai oublié un petit peu qui était en bas de liste de notre côté. Hop, je te laisse ouvrir ton micro, Brendan. On t'a pas à l'écran. Ouais, je viens d'arriver là, ça avait pas l'air de marcher. Du coup, Brendan Stéphan, comment cuisinier conseil en restauration durable au conseil départemental du Finistère. Et donc voilà, moi j'accompagne comment tous les chefs de cuisine du département dans les collèges, comment sur les enjeux de la loi Egalim. Ok, merci. Éric Robin, à votre tour. Bonjour, moi je suis Éric Robin, des pâtes bio de Quimperlé. Je suis fabricant de pâtes alimentaires bio depuis 2020 sur Quimperlé et je travaille avec des cuisines de collectivités, une vingtaine de cuisines de collectivités locales. Et je suis inscrit sur AgriLocal. Ok, merci. Et on a un nouvel arrivant, Valentin Reynery. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, Valentin Rennery, chargé de développement économique. Je m'occupe de Quimperlé Communauté et aussi de la partie pré-diagnostic transition écologique sur le Finistère Sud. Ok, d'accord.
Bah, merci. Bon, en termes de participants, nous avons donc pas mal de représentants des structures partenaires, mais c'est pour autant assez intéressant, je pense qu'en termes d'échange, parce que vous pouvez être des relais sur le territoire et aussi avoir vos retours d'expérience. Donc on va tabler pas mal là-dessus. C'est une première concernant cette proposition conjointe là avec la Chambre des métiers et le département du Finistère, parce qu'on sent bien qu'effectivement en direction du secteur artisanal, les liens sont pas forcément évidents vers la restauration collective. Donc, on va voir ce qui ressortira de ces premiers échanges-là. Et puis, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. AgriLocal 29, c'est une démarche, un projet qui s'appuie sur un outil numérique de mise en relation entre les filières de proximité et la restauration collective. Donc, qu'est-ce qu'on entend par filière de proximité? Ce sont les producteurs en socle de base, mais également le secteur artisanal et toute entreprise du territoire qui souhaiterait développer ses débouchés vers la restauration collective. Et la restauration collective, c'est assez large, en fait. C'est tout un panel d'établissements qui vont de la crèche au secteur, pourquoi pas l'armée, hospitalier, en passant par tous les établissements scolaires à tous les échelons. Donc, sur ce premier diaporama, on va vous présenter un petit peu une approche technique, un cadre général, mais on va aussi prendre le temps de proposer des échanges entre nous pour apprendre à mieux se connaître. Comme je le disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré et sera en accès sur le site internet ou sur d'autres moyens de communication. Si j'ai fermé l'ensemble des micros, si vous souhaitez parler, vous pouvez réagir en levant la petite main et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'ouvrir votre micro. On attaque? Pas de questions peut-être à ce stade? Non, ça roule. Donc, petit panorama sur la restauration collective en Finistère. Donc, ce sont des chiffres qui datent un petit peu parce qu'on n'a pas vraiment de données très fines. Ce sont des chiffres de 2017, donc avec 49 millions de repas environ par an au sein de 1174 établissements qui accueillent jusqu'à 230 000 convives. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la restauration collective, elle est très, très diversifiée en taille et que parfois on a des représentations comme quoi c'est trop gros, c'est trop petit pour mon entreprise. Il faut savoir que on peut avoir un établissement à 25 couverts comme on peut en avoir un à 4000 couverts. Donc, parfois, on peut trouver chaussure à son pied. Ensuite, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des collèges parce que c'est vrai que c'est un projet qui est porté par le Conseil départemental du Finistère et qu'au titre de notre compétence, nous accompagnons la restauration collective dans l'intégralité des 52 collèges publics ayant un service de restauration en régie, donc produite sur place. Nous avons fait une extraction de quelques chiffres. Donc là, sur le pain, nous avons 241 764 € de commandes sur une année, ce qui représente à peu près 4 700 € en moyenne sur un collège. Sur la viande, je pense qu'il y a... Ouais, non, attends. Pardon, rien. Sur la viande hors volaille, 657 983 €, soit 12 653 par collège. Et sur le poisson, qui reste une consommation assez importante, 343 927 € par an, soit 7 000 € en moyenne par collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget par repas, en fait, en moyenne sur les établissements, oscille entre 1,95 € et 2 € d'achat. C'est vrai que ces dépenses-là ont évolué récemment avec les différents événements, conjonctures des mois passés. Donc, on observe entre 7 et 14 % d'inflation. Sur ces 1,95 €, là, je ne parle que des collèges, mais sur le reste des établissements en restauration collective, cela peut varier. On peut retrouver du 1,10 € pour les plus bas, 1,30 €. On peut retrouver parfois jusqu'à 4 € de coûts denrées sur certains établissements gâtés.
en termes de budget. Voilà pour un petit panorama. Ensuite, petite précision concernant le volet sanitaire. Dans les représentations, souvent on entend dire je ne peux pas accéder à la restauration collective car je n'ai pas l'agrément sanitaire, l'agrément CE qui convient. Il est important de préciser que cet agrément n'est nécessaire que pour les cuisines centrales, c'est-à-dire que celles qui ont soit une liaison chaude, soit une liaison froide. Mais il y a tout un certain nombre d'établissements qui n'ont pas besoin de cet agrément et pour lesquels vous pouvez, en tant que fournisseur, livrer en utilisant une dérogation d'agrément. Donc, c'est une déclaration auprès de la DDPP, la Direction Protection des Populations. Voilà. Concernant les collèges, l'intégralité de nos collèges, sauf un, produisent et livrent et les repas sont consommés sur place, donc n'ont pas besoin d'agrément sanitaire CE. Donc voilà, ça c'était un focus sanitaire. Ensuite, un petit focus, mais je vais très très vite parce que Julien reviendra là-dessus sur la loi Egalim et les lois climat et résilience. Vous en avez probablement pas mal entendu parler. Donc, il y a des objectifs pour tous les services de restauration collective, hein, également les services privés. Les restaurants administratifs, par exemple, d'entreprises privées vont, avec des pas de temps un petit peu décalés, mais également être concernés par cette loi. Donc, le spectre s'élargit aussi. Donc, des objectifs à atteindre avec 50% de produits dits durables. Ça fait référence à un certain nombre de labels identifiés, dont 20% en bio. Ces exigences, elles peuvent être plus fortes pour certaines productions, donc notamment sur les viandes et les poissons, et plus fortes pour certaines administrations. Là, on voit que les services de l'État devront attendre 100% de viande sous label. Donc, ça fait référence notamment au label rouge ou au HVE, ce qui est un défi quand même assez important pour ces structures-là et ce qu'il va falloir structurer et identifier auprès de l'offre locale. Donc voilà, tous les services de restauration publique et privée sont concernés, ce que je disais également. Et puis la loi Egalim, ce qu'il est important un petit peu dans les résumés de retenir, c'est qu'elle impose l'introduction de menus végétariens, d'un plan de diversification de protéines. Et ce sont là des leviers qui peuvent être intéressants aussi pour développer des achats de qualité, notamment concernant les pains ou les viandes. Les pains pour le volet nutritionnel et les viandes parce que quand on dégage un petit peu de marge financière sur des menus végétariens sans viande, eh ben, on peut réintégrer de la qualité sur les menus avec viande. Voilà, une petite diapo, mais Julien reviendra dessus tout à l'heure sur les différents labels reconnus par Egalim. Voilà, ce sont des labels qui sont plutôt assez identifiés sur le secteur artisanat, notamment les AOP, IGP. Petite précision sur les circuits courts, la loi climat et résilience introduit la possibilité d'intégrer dans le décompte Egalim les produits acquis sur la base de leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Donc la notion d'approvisionnement direct, c'est le terme légal pour parler de circuit court. Donc la circuit court, c'est un produit vendu avec 0 ou un intermédiaire. Donc le producteur ou un transformateur, un artisan entre les deux. Quelques mots sur la commande publique. Donc une précision intéressante quand on parle d'agri local et qui peut porter un petit peu à confusion. En matière de commande publique, le local ne peut pas être un critère de sélection. Donc ça, c'est important de le retenir. Pour autant, il est encouragé. Donc la loi reconnaît le fait de privilégier le circuit court, mais interdit le local, mais encourage tous les produits issus de projets alimentaires de territoire. Voilà. Pourquoi? Parce que au nom de l'équité de traitement devant la commande publique, la réglementation européenne interdit de privilégier du local. Pour autant, on encourage le développement des filières de proximité. Donc, voilà. Approche un petit peu schizophrénique.
La commande publique peut être perçue comme quelque chose de souvent très complexe et lourd d'un point de vue administratif. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des achats qui se situent en dessous de 40 000 € par famille de produits, exemple une famille légumes ou une famille viande de bœuf, à ce moment-là, les procédures d'achat public, de marché public sont dites simplifiées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de gros dossiers à remplir de type cahier des clauses administratives, cahier des clauses techniques, etc. C'est largement allégé. Ensuite, pour favoriser les filières de proximité, les petites entreprises, les producteurs, les acheteurs peuvent construire des lots dédiés. Plutôt que de mettre un lot où vous allez retrouver toute une gamme de produits très très large, certains acheteurs peuvent construire le marché de manière à resserrer ces lots-là pour qu'une petite entreprise puisse y répondre. Ensuite, pour les personnes qui sont pas du tout à l'aise avec la commande publique, j'avais envie de repréciser le raisonnement en fait commande publique et les étapes, parce que c'est vrai que c'est pas une démarche de commercialisation identique au secteur privé. Donc, dans les étapes, on va retrouver une étape importante sur laquelle il est pertinent de se positionner, c'est le sourcing réalisé par les acheteurs auprès des fournisseurs. Donc, les acheteurs font d'abord une analyse, une recherche de l'offre existante sur le territoire. À partir de là, ils vont pouvoir construire leur marché en intégrant les spécificités de ces fournisseurs-là pour qu'ils soient ciblés dans ces marchés-là. Ensuite, là où habituellement on arrive avec une liste de prix, là, la réponse d'un fournisseur va être au coup par coup à chaque marché, des propositions de prix, mais pas que. Derrière, il y a aussi des précisions importantes à apporter sur ce qui fait la qualité du produit ou la manière dont le fournisseur répond aux attendus de cet acheteur-là. Donc voilà, ensuite l'acheteur fait son analyse des offres et notifie les fournisseurs retenus et les fournisseurs non retenus. Dès lors que vous êtes, par exemple, retenu, ça roule, mais non retenu, il est important de passer un petit coup de fil à l'acheteur pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas été retenu. C'est une obligation légale de la part de l'acheteur de vous l'expliquer pourquoi. Et ensuite, il y a toute une exécution du marché qui est formalisée au travers d'un contrat, de bons de commande, de bons de livraison et de facture, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une attente d'un point de vue administratif qui est assez rigoureuse. Pour essayer de rendre tout ça un petit peu facile et accessible, il y a donc différents outils. Alors AgriLocal vise à vous faire connaître en tant que fournisseur, mais aussi à faciliter cette étape de commande publique du point de vue de l'acheteur, mais aussi de réponse à la commande publique et tout le volet administratif pour le fournisseur. Je vais en parler un petit peu plus après. Mais il y a également un autre outil qui est important à avoir en tête, c'est la plateforme dématérialisée de l'État qui centralise les factures à destination de toute administration publique, donc la plateforme Chorus Pro. Donc AgriLocal et Chorus Pro sont techniquement, d'un point de vue informatique, connectés. Pour autant, mais vous avez l'obligation de déposer vos factures sur Chorus Pro ou d'être inscrit sur Chorus Pro, ce qui n'est pas forcément une évidence a priori. Je ne sais pas s'il y a des expérimentés en la matière, mais on fera probablement un webinaire dédié à cette plateforme-là, même si elle ne dépend pas de nous, parce que visiblement, il y a quelques petits soucis de connexion. Ensuite, en termes de conseils, ce qu'on peut ressortir un petit peu des échanges là, ces dernières années, c'est que l'important, c'est d'aller au contact des acheteurs, d'aller discuter avec les chefs de cuisine pour bien comprendre leurs besoins, leurs contraintes. Que les marchés publics, ça suppose un petit peu d'assurer une veille, qui est peut-être à construire. Donc, AgriLocal fait partie des outils qui vous permettent de réaliser cette veille-là. Important de valoriser les labels qualité, puisque comme on vient de le dire, il y a des objectifs à atteindre en termes de pourcentage de labels dans les achats. Et bien comprendre les critères de sélection qui sont proposés par l'acheteur et sur lesquels vous pourrez être retenu.
Là, en dessous, j'ai proposé trois entrées pour apprendre à mieux se positionner, Donc, la qualité, l'environnement, le social, pour mieux se démarquer. Donc, sur la qualité, les labels, il y a les liens avec la saisonnalité également. Informer sur la traçabilité, visiblement, les acheteurs sont assez demandeurs là-dessus. Et ça peut s'intégrer, ça peut être pris en compte dans des critères de sélection. L'environnement, les notions de conditionnement peuvent être importantes aussi, de maîtrise des déchets. Le social également peut être un critère. Les structures d'insertion peuvent être valorisées dans des marchés publics. Hop. Est-ce qu'à ce stade, déjà, il y a quelques premières questions? Non? Je poursuis sur AgriLocal et puis après, je laisserai la parole aux experts du métier. Donc, AgriLocal, une plateforme numérique de mise en relation entre les fournisseurs et les acheteurs de la restauration collective. Un outil qui valorise les savoir-faire et les produits locaux parce qu'en fait, vous avez la possibilité de saisir une fiche fournisseur avec le détail de vos produits, mais également une présentation globale de l'établissement et toutes les données administratives vous concernant. Donc, c'est la possibilité de se positionner vers ce marché-là via une seule fiche qui ensuite est diffusée assez largement. En France, c'est un réseau de 38 départements, plutôt peu littoraux, d'où AgriLocal. Mais voilà, ça se diffuse un petit peu sur le Grand Ouest. Et voilà, en dessous, j'ai mis une petite frise, mais bien comprendre que l'entrée AgriLocal, c'est vraiment l'acheteur qui va passer sa consultation vers le fournisseur qui pourra ensuite réagir. C'est vraiment la logique commande publique. Pour autant, l'outil est accessible à des acheteurs privés également. Et à ce moment-là, il a une formule un peu plus simplifiée. On a petit à petit quelques contacts du secteur de l'enseignement privé. Donc aujourd'hui, nous avons 247 fournisseurs inscrits, dont 160 agriculteurs et 51 artisans. Donc on a le souci de développer vers le secteur de l'artisanat. On a aussi des interrogations de savoir dans quelle mesure la restauration collective vous intéresse ou pas. Mais c'est pour ça qu'on propose ce webinaire-là. Aujourd'hui, on a 12 traiteurs inscrits, 11 boulangers, 8 bouchers, 5 crêpiers, 4 biscuitiers, 5 artisans pastiers, 3 crémiers. Je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est que les équipes de cuisine sont ouvertes à découvrir de nouveaux produits sur des gammes larges. Donc voilà, tout est ouvert en termes de filière type de produits proposés. Côté acheteurs, donc 148 acheteurs. Nous avons donc déployé en direction des collèges publics du département qui aujourd'hui sont tous inscrits. Et petit à petit, là, depuis cette rentrée-là, nous déployons en direction des communes. Je vous avoue que là-dessus, on a été percuté par toute la période crise sanitaire où en fait, le moment où on a touché les communes, elles n'étaient pas du tout disponibles pour déployer de nouveaux projets, de nouvelles démarches. C'était également le cas vers le secteur médico-social. Mais aujourd'hui, on ressent quelques signaux d'envie d'aller vers un approvisionnement de qualité et local. Voilà pour l'état d'avancement. En termes de fonctionnalité, juste vous dire que, et sans vous faire une démonstration aujourd'hui, côté fournisseur, AgriLocal vous permet de saisir en une seule page à un seul endroit vos données administratives pour répondre à un marché public, de saisir des fiches produits, de géolocaliser des acheteurs pour ensuite aller vers faire un démarchage commercial un petit peu plus offensif, de gérer le volet facturation, suivi des commandes, bon de livraison, et puis d'adresser des messages. Ça, je mets un gros warning là-dessus. Ça peut être un très bon outil pour envoyer des messages aux acheteurs sur un territoire donné, sur certains profils. Vous pouvez le faire un petit peu de manière à la carte. Voilà, et c'est un outil qu'on travaille en partenariat avec donc la Chambre d'agriculture, la Maison de l'agriculture biologique, la Chambre des métiers,
l'association des marailleurs, donc c'est un raccourci, l'association bretonne des acheteurs de produits de la pêche, Agores, qui est un réseau de professionnels de la restauration collective, Labocea, qui est donc un laboratoire d'analyse. Et puis après, nous sommes ouverts bien sûr à d'autres partenariats aussi. Pour conclure sur ce volet-là, ce n'est qu'un outil qui accompagne une démarche. Pour ce faire, on a vraiment besoin d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous vous accompagnerons sur vos premières commandes. Voilà. Pas d'autres questions à ce stade avant de passer la parole éventuellement à Julien sur la Chambre d'agriculture qui vous reprécisera peut-être. Ah, Eric, ok. Alors je vais prendre la question d'Eric. Je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, en fait, c'est pas tellement une question. Je veux savoir, parce que moi, donc ça fait 2 ans que je suis inscrit à AgriLocal et j'ai une petite expérience. Je sais pas à quel moment j'aimerais bien faire partager mon expérience, si on le fait maintenant ou si c'est prévu plus tard. On a un petit temps d'échange au final. On peut peut-être le faire à ce moment-là. Ok, d'accord. Merci, Eric. Donc, je passe la main à Julien, dont l'objectif était aussi de repréciser un petit peu le sens de la loi Egalim, mais aussi le lien avec quelques filières de proximité en termes de production sur le territoire breton et finistérien. Oui, merci Aude. Effectivement, je vais profiter de mon intervention pour rebalayer un peu ce qu'est la loi Egalim et ce qu'elle a pour intention de mettre en place, parce que ça concerne la restauration collective, mais elle a un cadre un petit peu plus large. J'ai des diapos assez complètes qui pourront vous parvenir. Vous inquiétez pas, je vais certainement aller plus rapidement sur certaines pour faire focus sur des points qui peuvent vous concerner. Et puis effectivement, dans un deuxième temps, mais je n'ai pas forcément de diapos sur lesquels m'appuyer, on pourra évoquer les filières de proximité. J'essaierai de vous définir un peu ce que c'est et concrètement ce qui est en jeu ou ce qui est en mouvement sur le territoire Finistère notamment. La loi Egalim, elle va porter sur deux grands pans qui sont encadrer tout ce qui est rapport de commercialisation dans l'esprit de relancer tout ce qui est création de valeur au niveau de l'alimentation, d'équitable répartition et d'être dans l'esprit de la juste rémunération finalement du prix des producteurs. Et puis il y a le deuxième pan, on va dire, de la loi qui est de servir de levier, notamment en influençant les achats de la restauration collective, pour privilégier tout ce qui est alimentation dans l'esprit toujours plus saine, sûre et durable. Voilà. On va regarder comment ça se matérialise, concrétise. Juste, mais très rapidement, tout ce qui va concerner en fait la grande idée à retenir en fait au niveau du rapport entre acteurs de la filière, c'est l'inversion de la construction du prix. C'est plutôt dans les grandes filières et les rapports entre distributeurs et transformateurs. Avant, ils étaient préalables à la discussion du prix entre transformateurs et agriculteurs. Aujourd'hui, la loi encadre ça. Il doit d'abord y avoir une définition du prix entre les regroupements de producteurs et les transformateurs, se basant, lorsque c'est possible, sur la définition des coûts de revient, avant de traiter en fait du prix entre transformateurs et distributeurs. Ça paraît évident de remonter, de construire le prix dans ce sens-là. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Donc la loi encadre ça aujourd'hui. La loi, la loi Egalim a été complétée par la loi Climat et Résilience, adoptée finalement l'année dernière. Et elle a quelques évolutions notables, mais finalement, je vais l'intégrer directement dans ce que je vais vous présenter par la suite.
Je m'excuse. 30 secondes. Excusez-moi, un téléphone qui sonne et c'est pas le mien. Je ne sais pas si le son vous dérange. Alors. T'inquiète pas, Julien, on l'entend pas. Ouais, vous l'entendez pas? Bon, Non. tant mieux. Je vais essayer d'en faire abstraction de mon côté. Ce qui va principalement concerner la restauration collective, du moins le point sur lequel moi je vais faire focus, c'est la question de l'approvisionnement dans ce qu'on appelle produits sains, durables et de qualité. Il y a une définition assez stricte. Déjà, en termes de chiffres, ce qui est principalement à retenir, c'est que la loi vise un 50% d'approvisionnement de ces produits-là, dont 20% minimum en agriculture biologique. Et vous avez en dessous la liste des produits qu'on cible et qu'on dit durables et de qualité. Donc, les produits en agriculture biologique, on les connaît très bien, on les a cités. Cette part-là, elle doit représenter minimum 20%. Donc, il reste après 30% à couvrir à minima, hein. On peut aller plus loin. Une collectivité peut choisir d'avoir 100% de produits qui rentrent dans cette liste-là. Mais donc, on retrouvera dans la suite de la liste les produits en label rouge. Je sais que le monde de l'artisanat, c'est une filière bien connue pour le monde de l'artisanat. Les AOC et IGP et STG aussi, spécialité traditionnelle garantie, sont 3 labels qui rentrent dans l'approvisionnement dit EGalim compatible. Les produits fermiers, ça va concerner les œufs, les fromages, y compris les fromages blancs et les volailles. Ça ne concerne pas les autres filières. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le produit vient de la ferme qu'il est produit fermier. Il y a bien une liste définie. Il y a les produits issus des écolabels pêche durable, les symboles géographiques particuliers, mais c'est plutôt des produits dits outre-mer. Alors ça, c'est plus difficile à expliquer, mais vous avez les produits avec des externalités environnementales positives. Aude en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Là, c'est celui qui achète qui doit démontrer que son produit a des externalités positives, environnementales positives. C'est beaucoup plus complexe comme schéma. Et vous avez pour finir un label qui monte un peu en puissance, on va dire, c'est tout ce qui est sous haute valeur environnementale. Il y a des subtilités, vous pourrez aller chercher un petit peu plus d'infos, mais il y a 3 niveaux en fait. C'est la certification environnementale, dont le 3e niveau, qui est le plus élevé et le plus contraignant, le HVE, haute valeur environnementale. Il rentre pleinement dedans dans le EGalim, dans les appros EGalim. Et il y a une dérogation jusqu'en 2026. En fait, les produits issus du niveau 2 sont autorisés. Vous avez aussi, pour terminer, alors vous verrez dans mes diapos, il y a du détail hein, sur la haute valeur environnementale notamment, parce que je suis très rapide là. Vous avez aussi des produits issus du commerce équitable. Vous avez sous les yeux là, la dernière liste. Alors moi, je n'ai pas une connaissance fine de ce qu'avance chaque label, mais c'est une liste fermée hein, qui est officielle et encadrée par l'État, reconnue par l'État. Donc vous avez la liste là sous les yeux. Là, c'est pareil, vous aurez un petit peu de précision sur la démarche à suivre pour faire reconnaître les produits issus sous les externalités environnementales positives. Juste quelques chiffres pour que vous compreniez quelles sont les contraintes particulières attendues en restauration collective. Il y a une subtilité sur les viandes. Pour les achats viande, ce n'est pas 50% qui sont attendus, mais la loi climat et résilience a élevé ce seuil à 60%.
Et il y a une distinction entre la restauration collective publique et privée et la restauration collective gérée par l'État. L'État monte à 100%, là où c'est 60% en restauration collective publique. Voilà, cette diapo résume finalement ce que je viens de vous dire, la subtilité entre le quota pour tout produit confondu et le quota spécifique aux viandes. Il y a des histoires de date, c'est-à-dire que c'était valable pour la restauration collective privée jusque-là, et ce sera aussi valable pour la restauration, non j'ai dit quoi? Publique, pardon, jusque-là, et privée à partir du 1er janvier 2024. Il y a des modalités, mais qui vont concerner et qui sont finalement à connaître plus par les responsables de restauration collective, mais il y a des modalités autour de l'affichage, des bilans à réaliser chaque année. Vous retrouverez aussi dans le document toutes les sources qui nous servent à vous avancer tout ça. Alors, je vais moins m'appuyer sur des diapos, mais voilà, on discutait avec Aude et il nous semblait important qu'on puisse vous parler aussi de ce qui est en jeu sur le territoire et ce qui est en mouvement. En fait, c'est la deuxième partie de notre travail pour ce qui concerne mon équipe au sein de la Chambre d'agriculture. C'est au-delà de l'accompagnement sur la relocalisation des achats pour les collectivités, pour la restauration collective. Mais en face, il faut qu'il y ait de l'offre. C'est pas le tout que la demande se renforce sur l'offre en local, mais il faut aussi qu'il y ait de l'offre. Et donc là où les circuits courts vont répondre en partie à cette demande, là où certaines filières plus de masse vont avoir un segment plus local ou régional ou subrégional, il existe des filières qui ont besoin de se structurer plutôt à une échelle dite de proximité qui va aller on va dire, d'une partie de département jusqu'à la région. Et ça, c'est notre travail d'accompagner les groupes de producteurs, parfois sous l'impulsion et la demande de collectivités, à se structurer, à définir, à trouver les partenaires avec qui ils vont éventuellement passer les étapes de transformation pour créer une offre de produits achetables en restauration collective, mais pas que, parce qu'en fait, les différents marchés s'équilibrent. Il y a des filières qui sont fortement en jeu aujourd'hui. Le premier focus que je fais, auquel je pense, c'est tout ce qui est offre de légumineuses. Vous avez aujourd'hui un gros travail qui est mené là-dessus au niveau de la Chambre d'agriculture, avec la structuration d'un collectif qui s'appelle Lego et qui aide alors Lego pour légumineuses à graines Grand Ouest, et qui est là pour aider les acteurs locaux sur les régions du Grand Ouest à structurer leur filière d'approvisionnement. Aujourd'hui, il y a eu toute une phase de création du collectif, de définir quel besoin, quel outil il y avait. Aujourd'hui, on est au stade où on essaie de mettre en place des démonstrateurs, parce que l'enjeu qu'on a dans le Grand Ouest, c'est comment on implante la légumineuse, lesquelles sont cultivables sur nos sols et lesquelles sont attendues par les acheteurs en local. Et en fait, tout ça, ça demande beaucoup de temps et de mise en relation, et ça demande à faire ses preuves. Donc c'est pour ça qu'il y a un dispositif en place un dispositif qu'on met en place en ce moment. C'est cette seconde phase dite de démonstrateur, où on va implanter des petites surfaces de 2 à 3 hectares chez un producteur avec des légumineuses en test, et qu'on va essayer de les valoriser au titre d'essai chez des personnes du collectif, sur des structures du collectif qui en attendent. Dans le collectif, il y a de la restauration collective, il y a des artisans, il y a des petits industriels, il y a des coopératives agricoles, voilà.
Et l'objectif, c'est de montrer que c'est faisable ou éventuellement de repérer les différents écueils et de faire évoluer les pratiques pour que demain, l'offre de légumineuses issue du territoire, qui était très pauvre jusqu'à aujourd'hui, cette offre, voilà, on espère qu'elle puisse s'enrichir. Il y a autre chose qui est intéressant sur le territoire finistérien notamment, c'est le développement de farines issues de blé meunier du territoire. C'est un peu comme l'histoire des légumineuses. Finalement, plus on va vers l'ouest, plus on a un climat qui est pas forcément ni instinctivement favorable au blé dit meunier, qui se distingue en fait du blé fourragé, le blé qu'on envoie pour l'élevage est différent du blé meunier qui va avoir des qualités de panification, voilà, vers l'alimentation humaine. On a mis en place avec un groupe de producteurs sur le Nord Finistère, hein, historiquement, mais finalement l'échelle elle est départementale, un groupe de producteurs qui monte en compétences pour être en mesure de fournir du blé de qualité meunière. Alors, ils sont déjà en relation avec des meuniers pour constituer une offre de farine vers l'alimentation humaine. Alors, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait une crêperie. Bon, voilà, typiquement, c'est pour créer de l'offre pour ce genre d'entreprise, mais aussi en restauration collective, hein. J'imagine demain, on peut retrouver des sachets de farine correspondant à vos besoins. Y compris les artisans pastiers aussi également. Ouais, alors il y aura une subtilité. Je sais qu'ils évoluent dans leur pratique et dans leur ciblage de farine, mais il y a cette subtilité qu'en pâte, on attend des niveaux encore plus élevés, notamment au niveau des protéines. Enfin, il faut que les spécialistes me reprennent si je dis des bêtises, mais les enjeux sont encore plus forts en fait sur la filière pâte où on va plutôt travailler avec des blés durs, ce qui peut être pour le coup agronomiquement parlant à ce stade encore plus compliqué. Mais je sais qu'il y a des variantes qui font que on ne travaille pas uniquement avec du blé dur, donc certainement des gens peut qui faire savent. des adeptes en cuisine, puisqu'on a des débats entre les chefs de cuisine de qui arrive à travailler le blé dur et qui arrive à travailler le blé tendre en pâte. Voilà. Non, mais je sais que les Chacun choses ayant ses évoluent. contraintes. Donc, Ok. Bon, merci Julien pour cet éclairage sur j'espère avoir respecté le temps. à peu près, mais Super. je pense que les échanges laisseront un peu de place aussi. L'idée, c'était vraiment de remontrer le lien entre les filières du production sur le territoire et puis les étapes de transformation qui peuvent être utiles à la restauration collective ou quand la transformation n'est pas nécessaire, effectivement, ça peut être directement intéressant pour les services. Je vais repasser la parole du coup à Brendan Stéphan qui va vous présenter un petit peu le retour de son parcours autour des établissements, en espérant que le partage d'écran fonctionne. Brendan, je te passe la parole. Là, me voilà. Donc moi je vais faire je vais être assez rapide, hein, c'est comment faire un petit peu une carte d'identité des différents collèges du département pour avoir un ordre d'idée à qui vous allez devoir avec qui vous allez devoir travailler en fait. Et donc pour vous expliquer, je dirais qu'il y a trois types de chefs de cuisine sur le département après les avoir tous rencontrés. Il y en a quelques-uns qui vont avoir qui vont très peu travailler le fait maison pour des contraintes matérielles ou de RH. Et du coup, eux, en fait, ça va être très compliqué de les atteindre parce que dans tous les cas, ils n'auront pas de démarche locale parce qu'ils ont déjà des difficultés au sein de leur établissement. Donc, en fait, ils sont vraiment, on va dire, sur un fonctionnement minimum. Après, on va arriver sur les chefs de cuisine qui vont travailler maison. Là, c'est la grande majorité des établissements du département.
Et comment, du coup, comment il y en a une bonne partie, ceux qui ont commencé vraiment à travailler sur le maison, qui, au fur et à mesure, lancent une démarche locale, parce qu'en fait, ça vient un petit peu, ça tombe sous le sens, en fait, quoi. C'est de travailler déjà, quand on travaille des produits bruts, on a tendance aussi à se rapprocher des producteurs et aussi de l'artisanat. Et après, on arrive sur le stade de ceux qui ont vraiment lancé la démarche et qui ont une démarche vraiment pleinement sur le circuit court. Eux, ils travaillent vraiment beaucoup en fait maison. Ils ont vraiment, comment on arrive sur on va dire, sur des cuisines qui ressemblent de plus en plus à, on va dire, à un restaurant classique avec vraiment le travail du produit brut et de A à Z par les équipes de cuisine. Problème et inconvénient pour pour l'artisanat, c'est en fait c'est que ces chefs-là, ils vont avoir poussé beaucoup la démarche. Donc après, en fait, ça réduit un petit peu le nombre de produits. Par exemple, tout ce qui va être plat préparé, c'est vrai qu'ils vont être très peu intéressés parce qu'ils sont allés, ils ont passé les étapes, quoi. Par contre, il y a certains produits pour lesquels ça reste toujours un peu compliqué de faire du maison parce qu'après, on est quand même sur des équipes assez spécifiques ou alors sur du matériel aussi pas forcément disponible. Et je pense par exemple au pain artisanal où il y a une grosse demande parce qu'il y a des regrets sur le pain industriel par rapport à la qualité, enfin la qualité ressentie par les chefs de cuisine, mais en gros qui ont du mal à trouver des produits en pain artisanal. Je sais qu'on en a parlé un petit peu, enfin, Aude en a parlé dans la présentation, mais par exemple sur les viandes hachées, où en gros, c'est vrai que c'est assez facile de trouver des morceaux de viande pour les préparations, mais après, tout ce qui est viande hachée, ça reste un peu plus compliqué pour les questions d'agrément ou même de comment, enfin voilà, de comment par rapport à certains producteurs qui seraient un peu, comment on va dire, où ce serait plus délicat pour eux d'avoir ce genre d'agrément. Après, je pense, moi, qu'il y a des ouvertures possibles sur tout ce qui est charcuterie et base de pâtisserie. C'est des produits actuellement qui sont surtout approvisionnés en industriel et c'est vrai que c'est des produits, même s'il y a quelques exceptions, j'ai pu rencontrer des chefs de cuisine qui font leur feuilletage et leur pâte à pizza sur place. Donc moi, personnellement, en tant que cuisinier, je trouve ça assez impressionnant parce que on arrive quand même à un stade de production assez avancé, mais bon, ça reste des exceptions. Mais je pense que pour y avoir de la demande pour la majorité des établissements, je pense au feuilletage, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec mon boulanger sur du feuilletage, et donc ça donne des choses très intéressantes au niveau qualité produit, au niveau du résultat final, et en même temps, on est sur la même pratique que sur un feuilletage industriel, sauf qu'il est il est fait différemment, quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc pour résumer un petit peu ça, comme la plupart des chefs en fait travaillent sur du maison et quand ils commencent à travailler beaucoup sur du maison, lancent aussi une démarche en circuit court. Et donc je pense qu'il faut avancer sur certaines propositions auxquelles ils pensent pas, parce que c'est vrai que le premier réflexe en cuisine, c'est de se diriger sur le fruit et légumes, le laitage éventuellement, et après les viandes de base. Ça c'est le premier réflexe quand on pense circuit court. Et c'est vrai que moi, je leur ai un petit peu apporté la réflexion sur les produits d'artisanat pour voir un petit peu s'ils y pensent. Et autre chose dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les chefs de cuisine en collège sont très peu démarchés en règle générale. Ils sont quasiment pas démarchés. Et en fait, les producteurs qui font la démarche d'aller les rencontrer, en fait, ça aboutit à des ventes derrière parce que concrètement, le fait d'avoir rencontré le producteur, en fait, ça les encourage à déclencher une commande derrière, quoi. Donc, c'est vrai que si on ne va pas les chercher, ils ont un petit peu du mal à sortir de leur cuisine pour aller chercher le produit, ce qui peut se comprendre aussi. Mais voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller rencontrer les chefs de cuisine pour parler de vos produits en règle générale et pour échanger avec eux sur quel type de produit pourrait les intéresser et voilà, puis savoir comment ça pourrait fonctionner, comment sur des partenariats avec l'artisanat. Donc voilà. C'est une belle transition pour passer la parole au chef en question. Et, très bien. Bertrand, c'est quoi ta vie au quotidien? À quoi ressemble ton établissement et quels sont les intérêts que tu pourrais avoir vers le secteur artisanal et les leviers également dans la production en cuisine? Oui, rebonjour à tous. Donc, je suis chef de cuisine au Collège Château à Morlaix. Donc, on fait 430 repas quotidiens en self-participatif. Alors, self-participatif, c'est un self où les enfants se servent eux-mêmes. Donc, voilà. Donc,
c'est un très bon moyen déjà pour le gaspillage et pour faire connaître un petit peu tout ce qu'on fait par rapport qu'on s'appelle au local avec les enfants. Et comme ça, les enfants sont un petit peu voilà, au courant de tout ce qu'on fabrique localement et fait maison, surtout au Collège Château. Donc, ce qui est le fonctionnement, moi je travaille avec un magasinier, donc c'est plus facile, c'est très facile après de pouvoir travailler sur Agri-Local ou pour chercher des producteurs locaux, vu que voilà, je peux gérer ma cuisine et le magasinier peut gérer aussi les commandes. Après, nous avons, ce qu'on recherche surtout sur Agri-Local, sur le local, sur les artisans, c'est les questions de prix, bien sûr, qui est très, 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 très important, la qualité et les jours de livraison. Alors, tu poses la question du prix. Bah, c'est vrai que c'est une composante, on n'est pas sur des prix grand public, consommateurs particuliers. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, vous avez des leviers pour aller chercher des produits de qualité. Et vous avez des volumes. Ah, on a des volumes, c'est sûr. Par exemple, l'année dernière, on a fait 600 kilos. Voilà, sur le bœuf, on est sur 600 kilos quoi, sur une année. On doit déjà par semaine, on doit faire un repas de bœuf, voilà, de viande bovine. Donc c'est des prédictions de voilà. Donc on est obligé et sur les budgets, on ne doit pas dépasser 2 euros coût moyen pour un élève. Donc nous sommes pour l'instant à 1,86 € tout en travaillant avec du local. Donc c'est quand même, pour nous, c'est valorisant et on arrive à tenir des budgets tout en ayant une qualité de viande énorme. Et alors, tu fais comment? Comment je fais? Je travaille en direct avec des producteurs locaux. Tu travailles sur tes quantités de viande aussi? Et je travaille sur les quantités de viande parce que vu qu'on est en salle participative maintenant, donc on n'est pas obligé de donner la même assiette à tous les élèves, c'est les élèves qui servent. Donc un petit sixième ne va pas manger comme un troisième. Donc le sixième sait comment il va manger. Alors, avant, on était sur 175 grammes à peu près de gaspillage. Maintenant, on arrive à 45 grammes. Donc on arrive vraiment à contrôler les budgets, à contrôler le poids qu'on a demandé. Vraiment sur un service de 430 repas, je suis à 35 kilos de viande. Quelqu'un qui serait en self normal serait à 45 kilos, donc 10 kilos de plus. Et vu que maintenant on peut conserver cette viande, on a une cellule de refroidissement, donc on peut la conserver pendant 3 jours. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Pour rester sur la viande, je crois qu'on avait évoqué un besoin assez important de la part des établissements autour de la viande hachée et du steak haché. Est-ce que c'est partagé sur ton collège? Oui, mais on ne fait pas beaucoup de steak haché, on en fait une fois, voilà, tous les 2 mois, mais on arrive à trouver du steak haché et frais, locaux, donc c'est super. Voilà, on est sur un steak haché à 14 €, 13 € le kilo, donc ce qui est vraiment très bien pour nous. Voilà, on arrive vraiment à trouver ce qu'on veut, tout en cherchant. Voilà, je trouve que c'est une bonne plateforme qui met en lien les producteurs avec le chef de cuisine, avec les consommateurs qui viennent faire quelques petites, comment ça s'appelle, ils viennent nous voir au collège et ils font des petites démonstrations, comme ce soit aux produits laitiers, en pain, et voilà. Ce que tu dis, c'est l'importance vraiment d'aller à la rencontre pour faire connaître les produits, les faire goûter. Voilà, ce qui est important, c'est la communication entre le chef de cuisine, le producteur, et voir un petit peu son exploitation, parce qu'on est invité aussi à aller voir l'exploitation. Voilà, c'est vraiment une belle démarche. Ok. Concernant ton aventure sur le pain, je dis l'aventure parce que tu as cherché pendant longtemps. Ah oui, j'ai cherché pendant pas mal de temps. Donc on voulait du pain, c'est vrai, mais comme avec la loi Egalim, ce qu'on cherchait aussi, c'était un pain avec un labellisé, mais avec une farine label rouge.
c'est pas facile. Donc, on a trouvé quand même Pourquoi c'est pas facile? c'est pas facile de trouver un boulanger qui travaille la farine Label Rouge. Donc, on a trouvé quand même une boulangerie à Plourin-les-Morlaix, juste à côté du collège, qui nous livre maintenant baguettes. Et par comparaison, avant, on était sur Brest, une boulangerie un petit peu industrielle, et on était sur 5 kilos de pain jetés par semaine. Et maintenant, on est à 500 grammes par semaine. Donc, là aussi, c'est gagnant-gagnant, vu que en plus, c'est moins cher. Donc, et puis, c'est la qualité est meilleure. Donc là, tu as une boulanger qui s'est alignée, qui t'a proposé une gamme de pain intéressante en termes de prix voilà, aussi. Voilà, c'est une belle baguette bien croustillante. Voilà. Donc, c'est super. Est-ce que tu saurais dire ce qui a intéressé le boulanger là pour se positionner sur ce débouché-là? Ce qui l'a intéressé, c'est déjà se faire connaître par rapport, parce que c'est un des nouveaux boulangers qui s'est installé sur Plourin-les-Morlaix. Et comme ils font, comment ça s'appelle, ils livrent la petite école de Plourin-les-Morlaix. Donc nous, on n'est pas loin. Donc pour lui, c'était dans le même rayon. Donc ça a été vraiment, pour lui, il a été super content et voilà. Ok. Et on attend maintenant. Là, ça fait que 2 mois qu'on travaille avec lui, et là, on risque de faire une petite, comment ça s'appelle, démonstration pour que les enfants voient vraiment le boulanger de Plourin-les-Morlaix et ses produits. Ça peut paraître un détail, hein, la notion de démonstration, mais effectivement, ça aide les chefs de cuisine à mieux faire passer les produits, hein, parce que parfois, les produits locaux ou de qualité ne sont pas toujours bien identifiés et il peut y avoir un petit peu de... Je ne sais pas comment dire, mais peuvent être mis de côté. Et le fait de remettre du lien avec le fournisseur, ça peut être un levier pour aussi éviter le gaspillage alimentaire et les motiver et les engager sur cet acte de manger. Exactement. Surtout, on a un public quand même d'adolescents qui parlent tout de suite à leurs parents de ce qui se passe au collège. Donc, tout de suite, les parents sont au courant vraiment d'où provient la marchandise qu'ils mangent, tout. Donc, c'est vraiment, voilà. Et on a des bons retours aussi par rapport aux parents. Donc, j'ai pas peur de sortir du collège en me faisant agresser par les parents. Voilà. Ok. Bon, on est rassurés pour toi. Voilà. Écoute, merci. Je propose qu'on passe la parole à Christophe, quitte à revenir après dans les échanges s'il y a des questions. Christophe, on a parlé un petit peu de pain, mais tu as une aventure aussi de ton côté? Oui, avec donc un bonjour à fournisseur? tout le monde. Je suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas, donc on ne se verra pas. Donc le pain, j'étais fourni en pain par un fournisseur de pain bio qui a arrêté de faire le pain. Et donc sur Plougastel, je suis allé voir la Biocoop pour savoir qui leur fournissait le pain. Et donc à la Biocoop, on m'a indiqué un petit boulanger local, plus un boulanger un petit peu plus industriel. Donc je suis allé voir les deux. Nous avons demandé des échantillons. Et donc, nous avons fait goûter des échantillons aux élèves et aux profs du collège. Et donc, les élèves et les profs ont préféré le pain du boulanger local. Par contre, il habite à 800 mètres du collège. Et puis, donc, sa démarche, moi, j'ai trouvé très honorable, j'ai trouvé sympa. Donc, on a pris le pain chez ce boulanger. Donc, il nous fait du pain bio tous les vendredis. Donc, on prend 17 kilos de pain bio tous les vendredis avec lui. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la mixité des approvisionnements. C'est-à-dire que vous ne prenez pas 100% votre pain chez ce boulanger-là. Non, et le reste du pain, c'est pareil. Nous avons 3 boulangeries sur Plougastel. Et donc, je suis allé voir les 3 boulangers, les trois patrons, et donc je leur dis voilà ce que je voulais. Donc, le lundi, je mets de la miche. Le mardi, je mets de la baguette. Le jeudi, de la miche. Et le vendredi, du pain bio. Donc, je leur ai expliqué ce que je voulais en quantité, si on pouvait être livré. Et donc, les 3 nous ont présenté les échantillons. Ils ont présenté les prix, surtout important aussi pour nous. Hein. Et donc, j'ai choisi le boulanger qui nous convenait le mieux. Voilà. Donc, tu as fait une donc, étape on est de... livré tous les matins avec ce boulanger. Ouais, la livraison n'a pas posé de soucis. Non, pas du Vous tout. avez un peu plus de latitude finalement. Je crois que c'est avec Bertrand qu'on en discutait aussi. Hein, c'est sur les livraisons en restauration collective. Il y a un petit peu de souplesse pour la réception. Oui. Peut-être plus que sur d'autres structures commerciales privées. Tout à fait.
Tout à fait. Donc là, en plus, avec ce boulanger, si au cas où j'ai un effectif en moins, donc je le préviens la veille. Si au cas où on me dit, bah voilà, il y a d'autres personnes qui vont arriver en plus, je le préviens, donc il peut me faire des baguettes ou de la niche en plus, c'est pas un problème, il vient me livrer. Donc ça qui est intéressant avec ce genre de personnes par rapport à une grosse structure, comme disait Bertrand, qui sont à Brest, c'est une cuisine industrielle, et puis donc tu dois commander ton pain à la journée, et tu vas s'en parler, et tu fais est-ce que tu as et terminé, quoi. Ce qui est important de retenir, c'est effectivement cette relation d'échange pour que chacun puisse s'adapter aux contraintes des uns et des autres et que tout ça, ça puisse être pris en compte derrière dans de la commande publique. En fait, ça peut se caractériser en fait en commande publique et on peut mettre en avant justement ces spécificités, cette capacité d'adaptation. Elle peut être valorisée dans un cahier des charges commande publique. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à dialoguer. Et nous derrière sur l'équipe agri-locale, on essaie d'accompagner les acheteurs pour qu'ils réintègrent ça dans leur consultation. Exactement, tout à fait. Et justement, on partait sur le pain, et là, je vais partir aussi sur ce que je fais sur agri-local par rapport à une maraîchère bio qui est à 500 mètres du collège aussi. C'est une rencontre fortuite. Et c'est ça qui est bien justement dans ce métier, c'est qu'on rencontre des gens, on s'y attend pas. Et finalement, c'est une personne qui est maraîchère bio et qui est à 500 mètres du collège et qui fournit le collège. Donc, on a fait sur agri-local, on a fait un marché à bon de commande. On a, comme ça s'appelle, vu avec elle ce qu'elle pouvait produire pour le collège. Et donc là, il va falloir qu'on refasse, on est en décembre, il va falloir qu'on refasse un autre marché à bon de commande parce que justement, elle va replanter pour nous pour savoir ce qui peut être possible d'être fait. Et donc, j'ai vu ça avec elle, j'ai eu un rendez-vous avec elle. On dit voilà, moi, je voulais tant de quantité, tant de quantité. Je veux dire, les carottes, les pommes de terre, les choux et autres. Et donc, elle va planter que pour le collège pour l'instant. Donc, ça, c'est pas mal parce que, en fin de compte, elle va faire une production. Elle ne s'attendait pas, et nous non plus, on ne s'attendait pas à ça, c'est qu'elle va faire une production pour le collège. Et ça, c'est bien. Ce qui est intéressant là, dans ce que tu dis, ce qui est valable pour une maraîchère est valable pour n'importe quel fournisseur, c'est que dès lors que vous vous êtes mis d'accord sur les attendus, vous pouvez être sécurisé en termes de débouchés en tant que fournisseur avec un marché à bande commande et vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez être sécurisé aussi sur l'approvisionnement. Voilà, c'est un type de contrat qui est gagnant-gagnant pour les deux. Exactement. Alors, ce qui est bien justement avec les fournisseurs locaux comme ça, c'est que quand on prend des grosses structures comme nous avons, nous avons un marché pour nous approvisionner, et avec les producteurs locaux, on peut très bien dire, voilà, il me manque ci, il me manque ça, ou bien je t'ai commandé ça et puis j'aurais besoin de ça en plus. Il n'y a pas de problème, c'est réactif tout de suite. Et ça, c'est l'avantage justement d'être en local et de connaître le producteur, de pouvoir discuter avec lui. Et tous ces petits soucis qui peuvent nous arriver, de dire, voilà, fais-moi ça en plus ou ça en moins, et puis ça réagit tout de suite. Ça, c'est vraiment le gros avantage avec le local. Sur la souplesse des PME. C'est ça, tout à fait. Effectivement. Est-ce que nous, sur Plougastel, on a la chance justement, c'est que la maraîchère, 500 mètres du collège, le boulanger en bio, 800 mètres du collège, le boulanger, l'autre, 1 km du collège. Là, on peut dire que c'est du local vraiment de proximité, quoi. Après, c'est vrai que nous, en viande, on est moins dans le coin, on a moins de producteurs de viande. On prend la viande qui est au Tréhoux, il y a à peu près une quarantaine de kilomètres. Ça ne dérange pas, ça. 40 kilomètres, c'est du local. Pour nous, ce n'est pas dérangeant. Et pour lui, au contraire, justement, à chaque fois qu'il tue une bête, il nous appelle, nous et d'autres collèges, justement, pour nous livrer de la viande. Pour nous, ouais, ça, ouais. De ton côté, est-ce que vous êtes un collège avec pas mal de steak haché ou de viande hachée? On fait toujours pareil, on fait toujours suivant un plan alimentaire. Et donc, la viande hachée et le steak haché, c'est suivant le plan alimentaire. Donc la fréquence la fréquence, je ne sais plus, c'est une fois tous les 3 semaines, il me semble, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement. Mais c'est pas les plans alimentaires, maintenant, on évite que les enfants s'habituent à ce que c'est de viande hachée, parce que maintenant, il faut qu'ils mastiquent. Il faut qu'ils arrêtent de manger tout ce qui est genre McDo et tout ça, la nourriture rapide. Il faut mastiquer maintenant, il faut prendre le temps de manger. Voilà. D'accord, on a un convaincu. Ok. Ce que je propose, parce que je vois l'heure qui tourne,
parce que tout à l'heure, Brendan a évoqué rapidement des pistes sur des produits et des besoins spécifiques que je vais laisser à l'écran. Mais en parallèle, je vous propose de réagir. Alors, les Est-ce quelques... que je peux redire un petit mot, Oui, Aude? pas de souci. Excuse-moi, je Voilà, te vois tout à l'heure, pas. tout à l'heure, on Ouais. parlait de démarchage des chefs de cuisine. Oui, c'est pas un problème de venir nous démarcher. Nous, ce qui nous intéresse, justement, c'est de connaître des nouveaux produits, de les démarcher. Et après, nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au prix, comme tu disais tout à l'heure, comme disait Bertrand, on a un certain budget. Pour nous, ici au collège, nous, on a notre budget, c'est 1,85 pour le repas. Là, actuellement, on tourne à 1,82. On tourne pareil à 1,82 parce qu'on fait beaucoup de faits maison, hein. Donc voilà, tu vois, donc ce qui est intéressant dans le fait qu'ils viennent nous voir, c'est de nous présenter de nouveaux produits, nous présenter leur mercurial et surtout les tarifs qu'ils peuvent nous faire, quoi. Voilà. Et les caractéristiques produits aussi pour Et les les caractéristiques produits, c'est ça. faire ressortir. Et la présence de label est un Et bonus. la présence de label pour la loi Egalim, bien sûr. Ok. Est-ce que, Eric, vous voulez réagir et nous faire part du coup de ce retour d'expérience sur AgriLocal et voilà, des éventuelles questions? Oui, moi, je voulais revenir sur 2 points. Il y avait sur l'histoire des pâtes de blé tendre en cuisine collective, parce que moi, donc, je suis producteur de pâtes avec du blé tendre bio local sur le pays de Quimperlé. Et alors, les pâtes en cuisine collective, c'est déjà pas forcément facile à cuisiner. C'est vrai que le blé tendre, comme il y a moins de protéines que dans le blé dur, ça cuit plus vite. C'est plus digeste, mais ça cuit plus vite. Mais du coup, ça pose surtout des problèmes pour tout ce qui est liaison chaude. Et moi, j'ai fait quelques essais avec des cuisines centrales, celle de Lorient et celle le restaurant administratif de Quimper. Et en fait, c'est vraiment ils cuisinent vraiment en trop gros volume pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut refroidir, en fait, il faut refroidir tout de suite ou alors il faudrait être équipé avec des refroidisseurs parce qu'il faut refroidir tout de suite les pâtes pour pouvoir les réchauffer après. Mais moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé et je travaille avec une vingtaine d'établissements et ça va de la cuisine, de la cantine de petites communes, du restaurant municipal jusqu'au lycée. Et c'est surtout, je pense, l'envie du chef de cuisine de travailler ses produits qui joue. Bon, il y a le prix aussi, hein, parce que c'est clair, comme on le disait, moi je ne peux pas m'aligner sur des tarifs de pâtes industrielles. En plus, c'est bio. Et après, c'est voilà, l'envie de. Moi, j'ai des cuisiniers sur Concarneau, à Puy-du-Fang aussi, qui travaillent depuis 2 ans mes pâtes et qui en sont très contents. Mais bon, c'est pas des cuisines avec 1000 élèves, quoi. C'est plutôt autour de 500 élèves. Donc, ça correspond à peu près à la taille des collèges, quoi. Ok. Mais ça fonctionne avec du blé tendre. Et en blé dur, si on veut faire des pâtes bio blé dur local, c'est pas possible. Parce que le blé dur ne pousse pas en Bretagne. Et en bio, c'est forcément du blé, la semoule de blé dur importé. Donc les plus proches, c'est Italie, Espagne. Donc les producteurs de pâtes bio locales en blé dur, c'est de la farine importée. Bon, la fabrication est locale, mais pas le blé. Donc là, effectivement, dans une démarche commande publique, hein, je suis un peu monomaniaque, cette subtilité-là de préciser donc les caractéristiques produits, le blé tendre, mais aussi la traçabilité des producteurs peuvent être reprises dans un cahier des charges de consultation, en fait. C'est ce qui peut permettre de faire la différence. Et le deuxième point, c'était donc par rapport à AgriLocal. Donc moi, l'essentiel des clients que j'ai en cuisine collective, c'est des cuisiniers que j'ai été démarcher moi-même. Donc j'ai commencé, en fait, je rayonne en m'élargissant autour de Quimperlé. Et alors AgriLocal j'ai eu quelques contacts par AgriLocal parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu sur AgriLocal.
Mais par exemple, depuis que je suis inscrit à Agrilocal, ça doit faire, je ne sais pas, 1 an et demi, 2 ans. J'ai dû avoir, j'ai dû peut-être voir 5-6 consultations sur les pâtes. Et il y en a, je sais pas, 2-3 qui ont abouti, quoi. Mmh. Bah, effectivement, sur le projet, on est sur pour refaire un petit peu l'historique, on est sur un projet qui a été lancé fin 2017, avec d'abord une première démarche partenariale, parce qu'en fait, mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs à l'échelle d'un département comme le Finistère, ça supposait de s'associer avec des organisations professionnelles support. Donc, il y a ce démarrage-là. Ensuite, on a souhaité s'ouvrir assez largement en termes d'acheteurs, c'est-à-dire d'abord, il y a les collèges, mais aussi laisser la possibilité à d'autres acheteurs, type les communes, de se mobiliser. Partant du principe que quand, en tant que fournisseur, vous livrez un établissement de restauration collective, peu vous importe si c'est de la compétence du département, d'une commune, de la région ou d'autres. Donc, avec une volonté d'avancer dans une démarche territoriale qui nécessairement prend un petit peu de temps. On a essayé aussi d'associer, de faire le lien avec les communautés de communes au travers des projets alimentaires de territoire. Tout ça, ce sont des dynamiques d'animation territoriale qui ont émergé et qui sont en train de se mettre en place. Ça, c'est l'approche un petit peu macro. Et puis, pour être un petit peu plus fin sur l'accompagnement des acheteurs, c'est vrai que ça suppose du temps. Ça suppose du temps pour faire un petit point sur les besoins, pour faire le point sur les contraintes d'organisation que ça suppose, parce qu'aujourd'hui, les chefs de cuisine sont essentiellement en production, et d'aller vers de nouveaux producteurs, ça suppose de dégager du temps sur la fonction achat. Et donc là, on sent aujourd'hui qu'ils utilisent de plus en plus la fonctionnalité sourcing, la cartographie sur Agrilocal, mais peu encore l'étape d'après, qui est de dire, maintenant que j'ai repéré mes fournisseurs sur le territoire, comment je contractualise avec eux. Et c'est là où on est en train d'avancer aujourd'hui. C'est sur cette étape un petit peu de contractualisation via des marchés à bon de commande qui pérennisent un petit peu la relation. Et c'est vrai que ça demande du temps. Du temps de la confiance, du temps du test produit et du temps de l'appropriation aussi des règles et des leviers de la commande publique. Donc, je comprends ce que vous dites, je partage, mais c'est vrai qu'on laisse le temps au temps par rapport à ces changements de pratiques qui sont assez conséquents pour les équipes de cuisine aussi. Et c'est vrai qu'entre-temps, je ne veux pas aller chercher un coupable au travers du Covid, mais il a fallu relancer aussi Oui. derrière. Non, mais Voilà. ce qui est intéressant, c'est justement au niveau sourcing là, avec Agrilocal, c'est qu'on a, il y a quand même eu un grand panel d'établissements. Et alors moi, j'ai utilisé une ou deux fois la fonction, on peut envoyer des messages, je crois, pour informer un peu les cuisiniers que j'existais. Et alors j'ai dû avoir 1 ou 2 retours. Mais c'est vrai qu'en plus, comme je sais pas, c'est peut-être parce que il y en a les cuisiniers n'osent pas trop s'aventurer dans les pâtes, sur les pâtes de blé tendre, mais des fois, suffira de me dire, moi je peux envoyer des échantillons quand c'est trop loin. Si c'est à côté, moi je me déplace, mais si c'est trop loin, j'envoie des échantillons pour qu'ils essayent les pâtes, parce qu'il vaut mieux essayer sur quelques échantillons plutôt que faire une commande et puis qui s'aperçoivent que c'est trop difficile, parce que la cuisine des pâtes de blé tendre, en fait, ça dépend aussi beaucoup du matériel disponible. Si je suis avec un lycée à Lorient, ils travaillent avec des cuiseurs à pâtes, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais c'est un peu comme pour les frites, sauf que c'est pour des pâtes, donc c'est des paniers, et ils cuisinent au fur et à mesure. Donc comme ça cuit en 3 minutes, les pâtes, ils peuvent les cuire au fur et à mesure. Et donc, ils doivent être, je sais pas, 800 ou 1000 élèves. Et sur une structure qui a moins, par exemple, j'ai envoyé dernièrement à un collège à Brest,
Et donc, un équipement classique, mais ils étaient que 2 en service. Et 2 en service, et c'était pas assez, c'était trop tendu pour aller chercher les bacs qui sont en train de réchauffer. Ils ont essayé aussi en cuisson directe, et c'est pareil, ils n'arrivaient pas, ça allait pas assez vite, quoi, parce qu'ils étaient que 2. Il aurait fallu une personne presque pour s'occuper des pâtes, quoi. Donc, en fait, ça dépend aussi de l'équipement de la cuisine, quoi. Et voilà. Donc moi, c'est pour ça, moi. Alors après, je ne sais pas si c'est possible via les messages, d'envoyer une proposition au collège ou aux établissements en leur disant que moi, je peux envoyer des échantillons gratuitement pour essayer, quoi, ceux qui veulent essayer. Et n'hésitez pas, je pense que et cette proposition d'échange, effectivement sur le matériel ou sur l'organisation du service. Ce que je vais pas prendre la parole à Bertrand, mais ce qu'il me disait, vendredi ou la semaine dernière, c'est que, quand ils sont en présence, en contact direct avec les élèves, c'est difficile d'être à la fois, dans le dialogue et au service et dans la cuisson d'un nouveau bac de pâtes, quoi. C'était ça, hein, Bertrand? Oui, et puis en plus, il faut le personnel. Hein, Ouais, dans oui, le c'est collège, ça. on n'est pas assez nombreux pour faire des cuisines, enfin des cuisinières plus tendues comme ça. Effectivement. C'est un produit un petit peu spécifique et qui est assez émergent en restauration collective sur les pâtes. Merci Eric. Est-ce que vous aviez d'autres remarques ou questions? Parce que j'ai aussi une personne qui travaille des produits laitiers qui souhaiterait réagir. Voilà. Non, c'était tout. Ok, n'hésitez pas à nous appeler aussi en direct, hein, parce que des fois, ça nous permet de refaire le lien avec tel ou tel acheteur. Ok. Merci. Lydie, vous souhaitez réagir, évoquer la question des produits laitiers? Oui, parce que je suis inscrite aussi sur AgriLocal depuis un petit moment, j'allais dire, je ne sais plus exactement, mais je pense 1 an ou 2. Et c'est vrai que je vois peu ou pas d'offres, de demandes de produits laitiers. Et donc, je me posais la question, oui, est-ce qu'il y a des demandes sur des cuisines en produits laitiers et sous quel format? Est-ce que vous pourriez en profiter pour représenter en gros vos produits proposés là? Donc moi, je suis Lydie Auger, épicerie de Poséidon. Moi, je fabrique des fromages frais au lait cru de vache et des fromages aux algues, parce que c'était sur ça que je m'étais positionnée aussi. Et je fabrique aussi fromage blanc, faisselle et mozzarella. Voilà. Vous avez élargi depuis. Je vais laisser Christophe et Bertrand réagir, éventuellement Brendan aussi. Est-ce que tu as une vision par rapport aux attentes en matière de fromage? Et j'allais dire, je suis aussi positionnée dans le Sud Finistère. Je rayonne plutôt autour de Quimper. Ok. Brendan, peut-être pour commencer, et après Christophe et Bertrand, ou peu importe dans l'ordre. Mais... Donc, du coup, sur le département, en fait, oui, il y a des fortes demandes en produits laitiers. Par contre, en fait, c'est des demandes qui sont déjà honorées, je dirais. C'est qu'on a une offre, en fait, avec les marchés publics, on a des offres déjà sur du yaourt bio et fermier. Il y a tout ce qui est fromage AOP, il y a des grossistes qui ont les marchés. Donc, en fait, si on fait vraiment le lien avec Egalim et les labels attendus, en fait, vraiment, sur ce qui est fromage et yaourt, en fait, les produits existent déjà. Après, ça n'empêche pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le premier réflexe des chefs de cuisine, en règle générale, c'est qu'ils trouvent déjà, en gros, leur fromage labellisé, ils sont satisfaits, leur yaourt aussi fermier, en fait, ça leur convient. Après, donc, la démarche, ça va être vraiment sur ceux qui ont une démarche vraiment sur le circuit court et qui veulent vraiment être en prise directe avec le producteur, où là, eux, ils vont faire cette démarche-là, mais c'est un peu sporadique, quoi, comparé à sur la masse générale. Après, il faut voir sur parce qu'il y a des critères prix aussi. Le problème des marchés, c'est que c'est des grossistes qui font de la grosse concurrence, quoi. Donc, surtout au niveau, nous, de l'intégrer dans les produits qu'on nous demande d'acheter, en gros, le travail est fait, malheureusement, et du coup, c'est un peu plus compliqué de rivaliser, quoi. J'ai envie de dire, il y a quand même une attente en termes de fromage à la coupe. On a eu quelque part une marche arrière sur le fromage pendant la période Covid avec les contraintes sanitaires, où on est revenu beaucoup à du produit sous emballage quand même. Voilà. Mais plus récemment, on sent quand même un mouvement
d'envie d'aller vers du fromage à la coupe et peut-être une ouverture sur des produits quand même finistériens. C'est vrai qu'il y a la concurrence des labels. Dès lors que Egalim est venu encourager un certain nombre de labels, sur le fromage, on va retrouver tous nos Français avec les AOP, les IGP, qui vont quelque part leur faire gonfler leur chiffre Egalim. Donc, si vous n'avez pas l'un de ces labels-là, c'est un peu plus difficile de se positionner. Pour autant, sur des coûts peut-être un petit peu ponctuels ou des choses où vous seriez amené à communiquer, à présenter des produits, ils pourraient être réceptifs. Mais je passe la parole du coup je vois Bertrand qui hoche la tête, je vois pas Christophe, mais Christophe, n'hésite pas hein, si besoin. Comment tu vois la Moi, je chose? voulais dire, c'est Christophe, moi, je voulais dire, Brendan a tout dit, hein, c'est vrai que les marchés, on trouve tout ce qu'il nous faut au marché, du labellisé, en plus tout ce qui est en fromage et tout ça. Donc c'est vrai que nous sommes Nord Finistère. Donc Nord Finistère, nous avons aussi des producteurs de yaourts bio et tout ça. Donc nous, Sud Finistère, on ne va pas aller chercher Sud Finistère finalement. Vous voyez, il vaut mieux que les collèges du Sud Finistère voient plutôt avec Lydie, ou Lydie aille plutôt voir les gens des collèges du Sud Finistère pour aller plutôt démarcher avec ces gens-là. Voilà. Et Lydie, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour que vous puissiez aller voir des chefs de cuisine identifiés comme ayant envie d'aller vers le circuit court. D'accord, pas de souci. Merci en tout cas. Bertrand, tu veux compléter? Ou Brendan? Ouais. Ouais, juste pour un petit truc aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller présenter les produits, parce qu'après, c'est vrai que les chefs de cuisine, ils peuvent aussi être séduits par un produit en le goûtant, et même si, en fait, c'est plutôt ce qui va créer le déclic, c'est qu'en fait, vu qu'ils ont déjà une offre, c'est pas une piste qu'ils explorent, mais par contre, vous pouvez aussi les convaincre en disant, on a un produit, une offre originale, et aussi par rapport aux élèves à qui ils servent, de dire, c'est un produit qui peut être intéressant à présenter, et mettre un peu de côté la loi Egalim aussi de ce côté-là. Enfin, c'est plus que ils vont pas venir vous chercher, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais par contre, vous pouvez toujours les attirer vers vous d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est pas fermé, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je ne sais pas comment aller les chercher, c'est-à-dire que comment je les contacte et à quel moment je les contacte, parce que j'imagine que quand c'est j'allais dire le rush de la fabrication et de repas, c'est pas le moment. Et j'allais dire, voilà, je ne sais pas vraiment comment faire pour me positionner. C'est un peu ça que Alors, je me posais la question. si je peux vous donner un petit conseil, moi, j'ai des producteurs qui sont venus me démarcher. Au départ, ils m'ont téléphoné. Donc, ils m'ont dit, voilà, je produis ça, est-ce que je peux venir me présenter? Je dis, oui, pas de problème. Mais ne venez pas le matin, nous sommes en production. Donc, venez plutôt l'après-midi et avec des échantillons de mercurial, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait avec les producteurs qui sont venus me voir. Et pour retrouver les contacts, vous allez dans cartographie sur AgriLocal. Il y a un petit onglet, une cartographie qui a été créée entre le moment où vous êtes inscrite sur AgriLocal et maintenant, il y a eu des fonctionnalités en plus. C'est vrai que je n'y ai pas été depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux téléphoner avant, parce que comme nous sommes en production le matin, on n'a pas beaucoup le temps de venir vous voir aussi, vous venez. On va être poli, on va dire oui, venez plus tard, et en fin de compte, vous venez nous embêter, quoi. Voilà. En pleine production, c'est pas facile de recevoir les gens. Donc, je préfère être téléphoné, contacté pour la première fois, et je donne un rendez-vous après à la personne. Bien enregistré, merci en tout cas du conseil. Bertrand, tu as un complément sur le fromage ou pas? Non. Tu prends du fromage à la coupe? Oui, je prends du fromage à la coupe, je prends sur AgriLocal, je prends avec le marché public. Tout ce qui est yaourt, nous on prend maintenant en local, voilà, à côté du collège. On s'est enlevé un petit peu du marché public. Grâce à AgriLocal, voilà. Mais c'est vrai, il faut prospecter pour essayer de trouver ce qui nous va, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. L'outil numérique ne fait pas tout, il ne remplace pas le contact humain. Exactement. Voilà. Après, c'est vrai, le fromage, voilà, après c'est le goût après les enfants, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils vont aimer, c'est très très subjectif. Ok, merci. Je vais peut-être laisser la parole, sauf si Lydie, vous avez un commentaire complémentaire ou une remarque complémentaire, à Béatrice sur la crêperie,
voir comment vous voyez la chose. Est-ce que vous avez quelques contacts déjà? Et puis laisser réagir les chefs sur leur intérêt ou non sur ce type de produit. Juste un mini truc, je peux? Ah, pardon. Oui, vas-y. Par rapport aux produits laitiers, il y a des attentes aussi sur les offres de glace, ça par contre. Sur les offres de glace en labellisé ou en circuit court. Donc, je ne sais pas, toutes les laiteries ne le font pas, mais voilà, je sais qu'il y en a certaines qui le font. Et ça, de ce côté-là, il y a des attentes au niveau des pots de glace, par exemple, ou ce genre de produits. Voilà. Ah, sur la glace, pas en bac, en pot individuel plutôt. Parce qu'ils peuvent pas la découper, la mettre au congélateur. C'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de place. Sauf si je dis une bêtise, hein, vous m'arrêtez les chefs, mais Non, puis même en pot, c'est très 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 cher. Vu que les pots ont augmenté, rien que le pot en lui-même vide coûte cher, donc avec la glace dedans, ça coûte très ouais. cher. Faut trouver un format de conditionnement qui. Ah ouais, autrement, soit en verre, ou je sais pas, ou réutilisable, mais ça a pris un coût exorbitant. Ok. C'est dommage. Béatrice, comment vous voyez les choses de votre côté? Nous, à la crêperie, on est assez contents d'Agri Local. On voit que ça se développe. On est de plus en plus contactés par des marchés. Après, les problèmes, c'est que souvent, les chefs ont déjà choisi leur jour de préparation, etc. Et nous, on a un réseau de livraison. On a 3 livreuses qui partent de la crêperie tous les jours, mais les tournées sont déjà organisées. Donc, le plus compliqué, c'est de se mettre d'accord, comme on travaille notamment des produits en vrac, donc avec une DLC de 5 jours, de se mettre d'accord sur le jour de livraison. Et voilà. Et après, on ne D'accord. sait pas trop si les chefs, ça les intéresse plus en produit fini de la crêpe fourrée ou sur du produit à travailler en vrac. Voilà. Je vous laisse réagir les chefs? Non, moi j'ai travaillé avec eux il n'y a pas longtemps, avec la crêpe, la galette de blé noir, là, pour faire un repas végétarien. C'était vraiment de la bonne qualité, c'était super. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et la prochaine fois, on fera la galette bio parce qu'il faut la commander avant pour la livraison. Voilà, donc c'est la DLC après qui ça collait pas trop de notre. Voilà. Mais pas de problème à la prochaine fois. Béatrice, un conseil, Merci. n'hésitez pas à le mettre dans votre fiche de présentation, les jours de vos tournées par territoire. Et il faut les alerter un petit peu. C'est vrai que dans leur mécano, menu, organisation, commande, tout ça avec le rythme du collège ou de l'établissement, ça fait beaucoup de choses à penser. Donc, je pense que si vous leur remettez ça un petit peu en lumière, ça peut les aider aussi. Brendan, tu veux réagir? D'accord, merci. Oui, juste par rapport aux attentes des différents collèges, je pense que c'est plutôt sur du vrac, sur de la crêpe de blé noir ou de la crêpe de froment. Après, sur la crêpe fourrée, il peut y avoir éventuellement quelques demandes, mais ce sera surtout les collèges avec internat où ils vont proposer des goûters. Et voilà. Après, ce qui n'est pas non plus encouragé par le département, parce que tout ce qui est sur emballage, donc c'est vrai que même pour ça, on conseillerait plutôt de prendre du vrac et de le garnir soi-même. Mais il pourrait y avoir éventuellement des demandes, mais on a je ne vais pas dire des bêtises, mais 6 établissements qui ont un internat sur le département, donc c'est pas, on va dire, c'est pas un gros marché à prendre, quoi. Sinon, ce serait plus du vrac. J'ai mis à l'écran. Merci pour vos réponses. Et effectivement, les questions de conditionnement sont un levier assez important hein, par rapport aux attentes en restauration collective, aussi parce qu'il y a un coût de traitement des déchets. Bon, je vais peut-être passer rapidement parce que je vois qu'il est déjà 16h02. La parole à nos homologues de la Chambre des métiers. Je ne sais pas si c'est Hervé ou Olivier qui prend la parole. Hervé? Sur, voilà, un petit peu pour conclure sur le lien avec l'accompagnement possible par la Chambre des métiers. Voilà, on essaie de travailler tout le monde ensemble et d'être à l'écoute de vos besoins et attentes en termes d'appui. Merci Aude. Je ne vais pas être trop long, effectivement. Bon, déjà, c'était effectivement très intéressant de voir un peu les attentes, que ce soit au niveau chef de cuisine et artisans qui sont présents. Et comme l'évoquait Brendan aussi, effectivement, le rapprochement avec la restauration collective pour présenter les produits
et la notion de sourcing. Donc ça, on a plusieurs professionnels qu'on a rencontrés dernièrement qui étaient intéressés par la plateforme. Donc ça pourra être un premier pas aussi d'aller présenter les produits et de rapprocher au niveau des contacts. Donc au niveau de la Chambre de métiers de l'artisanat, donc sur la partie environnement, donc au niveau du service environnement avec mes collègues sur les différents départements, Karine, Fanny, Maëlle et Ambre. Donc on a plusieurs actions qui se rapprochent aussi de ce qui peut déjà être fait au niveau de la restauration collective, comme le label Artisan Zéro Gaspi, où on est sur des actions, sur une action qui est sur la prévention du gaspillage alimentaire. Et l'idée, c'est de voir effectivement auprès des artisans des métiers de bouche, que ce soit les profils boulangers, les profils bouchers, charcutiers, traiteurs, ou encore la restauration à emporter, de voir à tous les stades de leur process de fabrication, de l'approvisionnement à la vente, les pertes qu'ils peuvent avoir et leur proposer des solutions concrètes et simples pour les aider à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on est amené à rencontrer effectivement des profils d'entreprises qui pourront être amenés dans le futur à travailler avec la plateforme AgriLocal. Donc, c'est effectivement un sujet intéressant. Donc, comme on a pu le voir, effectivement, c'était des éléments qui étaient assez intéressants tout à l'heure, sur notamment en restauration collective, je crois, sur Morlaix par rapport au pain, l'approvisionnement et l'impact que ça a pu avoir sur les pertes et le pain qui était jeté. Donc, c'est des actions effectivement sur lesquelles on est aussi sensible. Donc, sur le support, je vous laisserai. Donc, il y a une petite vidéo de présentation du témoignage d'une entreprise artisanale qui s'est engagée effectivement sur le label Artisan Zéro Gaspi. Autre action qu'on peut proposer, donc le label Éco-Défi, où là, on est effectivement aussi sur une démarche environnementale, mais un peu plus large. L'idée, c'est de faire un état des lieux avec les artisans du territoire sur leurs pratiques, notamment au niveau effectivement des matières qu'ils vont travailler, mais aussi au niveau de la gestion des déchets, de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, donc un peu des thématiques qui ont pu être abordées dans vos témoignages, et de les aider donc à travers des éco-défis en cours d'année à aller un peu plus loin dans leur démarche pour obtenir aussi un label en bout de course. Donc l'année dernière, sur le Finistère, l'entreprise coup de cœur, c'était l'entreprise Bilig Local, donc une crêperie sur Pluguffan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui était complètement dans la philosophie du fonctionnement en circuit court et réduction et prévention des déchets, là aussi. Donc on était vraiment dans cette même logique. Voilà, et donc le dernier dispositif effectivement sur lequel on peut travailler auprès des artisans de l'alimentaire, c'est TPE, PME gagnantes sur tous les coups, où là on est plus sur un diagnostic de flux. Donc on va accompagner les artisans, notamment beaucoup les profils boulangerie, microbrasserie, à faire un état des lieux de leur consommation au niveau matière, énergie, eau ou encore déchets, pour les aider à faire des économies. Donc là, on est sur une démarche qui est un peu plus poussée, effectivement, au niveau gestion, pour trouver des leviers à la fois environnementaux et économiques. Voilà, donc j'ai été assez vite, Aude, sur la présentation de ces actions-là, mais effectivement, ce qui est intéressant à travers ces dispositifs, c'est qu'on rencontre aussi des profils d'artisans qui sont des artisans de l'alimentaire et qui, bien généralement, souhaitent aller plus loin au niveau de leur fonctionnement de proximité, au niveau environnemental. Et donc là, on pourra trouver certainement des passerelles aussi avec la plateforme AgriLocal. Ok. Merci Hervé. Je pense que vous l'avez compris. C'est une démarche qui est encore à son début concernant les passerelles vers le monde de l'artisanat. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour en échanger, pardon, nous faire vos retours comme vous l'avez fait Eric, comme vous l'avez fait Béatrice, Lydie. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est avec vous que ça se construira et pas que dans nos bureaux. Donc
Voilà, et puis le deuxième mot important à retenir, hein, c'est l'ouverture des chefs de cuisine à de nouveaux produits, à de nouveaux partenariats, avec cette conscience que sur le secteur de l'artisanat, on a des entreprises qui sont à l'écoute, qui sont adaptables, qui sont réactives et qui ont des gammes de produits diversifiées. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris ce temps-là pour échanger et puis écouter. Voilà, ce webinaire-là est enregistré, sera rediffusé. Nous allons rediscuter ensuite dans l'avenir sur d'autres actions. Juste une petite information, en début d'année prochaine, nous proposerons un format de webinaire très pratico-pratique sur l'utilisation de Chorus Pro pour ceux qui auraient d'éventuelles difficultés avec l'outil. Donc, nous ferons le lien avec la Chambre des métiers sur l'organisation concrète, mais vous êtes bien sûr les bienvenus pour dépatouiller cet outil qui parfois apparemment est un peu difficile. Et qui reste un incontournable de la restauration collective. Est-ce que, à votre niveau, sans regret, vous avez encore des questions ou pas? Et sinon, je propose éventuellement que ceux parmi les conseillers Chambre des métiers qui souhaitent échanger un petit peu entre nous sous un aspect plus posture d'accompagnement, vous puissiez garder votre connexion au webinaire et qu'on puisse échanger. C'est une proposition sans obligation. Et sinon, je laisse le micro ouvert pour dernière question. Et sinon, je vous salue tous et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci Bertrand. À bientôt. Merci Eric. Christophe, tu veux nous saluer? Oui, au revoir tout le monde, à bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci, à toi aussi. Merci, au revoir. Merci. Il y a des questions spécifiques pour moi, je vais vous laisser vous dire au revoir. Non, apparemment, tout le monde est en train de clore. Ça marche. Bon après-midi. Merci Julien, merci de ta présentation.